Bonsoir tout le monde, merci d'être ici. Alors, au nom du festival Un Week-end à l'Est, je tiens à remercier Olivier Chaudançon de recevoir encore nos auteurs à la Maison de la Poésie. Et ce soir, en fait, c'est un mix, c'est-à-dire on aura poésie et prose. Alors donc, on va commencer en poésie avec Kato Javakishvili et elle va rythmer sa poésie, elle va lire en géorgien avec un groupe de Window. Et sinon, juste tout de suite après, donc Irène Jacob lira des extraits de nos autrices, de ces voix de femmes puissantes. Donc, on en a 5 qui ont été invitées au festival. Alors, donc, je vous les présente rapidement. Donc, il y a Elena Botchorichvili, qui est née en Géorgie et qui vit à Montréal, tout comme moi, vous avez dû l'entendre. Alors, autrice de 6 romans, son œuvre romanesque est rythmée par des phrases très courtes, pleines de subtilité et d'humour noir. Ketevan Davrichevi, qui est née à Paris au sein d'une famille géorgienne. L'expérience de l'exil qu'ont vécu ses grands-parents marque son enfance et alimente son imaginaire. Tous ses romans sont publiés aux éditions Sabine Vespizer. Ensuite, il y a Nino Arashtichvili, qui est née à Tbilissi et qui vit à Hambourg. Alors, à 20 ans, elle est partie étudier le théâtre en Allemagne. Elle a signé plus de 18 pièces de théâtre en tant que dramaturge et metteur en scène. 4 romans. Elle a fait le choix maintenant d'écrire en allemand pour évoquer les problématiques interculturelles. Ensuite, il y a Tamta Melashvili. Donc, Tamta, qui vit à Tbilissi, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'un peu tous vivent un peu partout. Alors, est une militante féministe qui vit à Tbilissi, où elle travaille comme enseignante-chercheuse à l'université. Son premier roman, Mur, vient de paraître en France et en même temps que l'adaptation cinématographique Blackbird Blackberry. Alors, il y a évidemment Nana Ektimishvili, qui est notre merveilleuse marraine du festival cette année, qui vit à Tbilissi actuellement. Alors, elle vit entre Berlin et Tbilissi. Elle a réalisé 2 films, dont Eka et Natia, chronique d'une jeunesse géorgienne, présentés au festival. Son premier roman, Le Verger de Poire, vient de paraître aux éditions Noir sur Blanc. Alors, je laisse Nana dire quelques mots. Juste vous dire que les autrices sont dans la salle, que leurs livres sont, sont vendus ici par le libraire à l'issue du spectacle. Donc, je laisse Nana vous dire quelques mots in English. Thank you, Brigitte. Bonsoir. At the beginning, when I found out that Irène Jacob would be reading our texts, I was surprised and delighted. As a young girl, I saw and loved films like The Double Life of Veronica and Red by Krzysztof Kieslowski. And I even saw Antonioni's film Behind the Clouds in the 90s in the movie theater in Tbilisi. And at that time, if I had known that Irène Jacob would someday read Georgian prose or some extracts from our work, I would not have believed it. So I can say on behalf of all Georgian women authors that we are more than happy and thankful that you, Irène, will be our voice today. Merci.
გაგორდა. თითქოს და ტყეა და მოვდივარ. წითელი გორგალი გაგორდა. ნახერხის ქოხია ვისიზმრე ნახშირის თვალები გაგორდა. გულიდან ბალახი გავთიბე, ხორბალი ვაგროვე. დიდ წვერახეები მომდევდნენ გახსნილი ფანჯრები არ გქონდა გავჩერდი. თითქოს და ასკილის ხეივანს შემაბეს მაჯებით. გაგორდა. საშენო სიზმარში ვიარე წითელი გორგალი გაგორდა. ქოხიდან სინათლე გამოკრთა მზის სხივი გავცერი რა გქონდა. რძისფერი მაქმანის სუფრაზე ტყის მკვახე გარგარი, ლარნაკში შროშანი, ოთახის კუთხეში ხის დიდი საცერი. თვალებში გეყრება ფქვილი და სიზმარში ალბათ ვერ მიცანი. გაგორდა. ჩაქუჩის ხმა ისმის მეხია წითელი გორგალი გაგორდა. ხის გულში ცეცხლია ჩვენ შორის მუხლამდე ქვირითი დავლანდე. წელამდე სიზმარში იდექდა ნეტლ ყანას მარგლავდი. გადმოჰყვა მდინარეს ქვიშა და შავთეთრი ქვილთივით აჭრელდა მიწა და თითქოს და სიზმარში დავიწყე ქვითინი. გაგორდა. თითქოს და ძილია, ღვიძილი, გორგალი, წითელი გაგორდა. ქოხიდან სინათლე აღარ ჩანს ბაცდები, იშლები, ვიძინებ. მდინარე დამოკლდა, შემცირდა, ავავს ესათლებით. ჭა დიდი ორმოა, ორმოში ცოცხალი გადავრგება უშვები. გაგორდა. დილამდე შორია. დილამდე ძილია, დილამდე გავშრები. მცივა გათენება. მე ახლა მცივა და თვალებში მეზრდება მიწა. მე გუშინ ღმერთი ვიყავი და ხვალ დაუბრუნდი და გღალატობ გუშინდელ გზებზე. მე ახლა ვიყობ შენს მოსავალს. მე ახლა გიყობ და მკლავებზე ბავშვივით მიწევს სამყარო ჩემი სიზმრებიდან, სადაც წარსულ საწყოში ვიძებ. მე ახლა თითზე ჯვარედინებს. მე ახლა თითზე ნიჩურიტებს ვიკეთებ მხედავ. მე ახლა გწირავ და სიკვდილში სისხლნაკლული წყალსაც არ გაწვდი და როცა ქარი დაიძინებს და როცა ცხენი ჩამოაგდებს ზურგი და მხედარს და როცა ვინმე გაიგონებს და როცა ვინმე დაასრულებს ამ ტექსტის ნაწყვეტს, მე მაშინ თვალებს გამოვიღებ. შენ კი ხელის გულზე ნახშირივით გამოწვიდარდი. მე მაშინ კირით ამოგავსებ. შენ კი დაბრუნება ტექსტებს შორის დეფისებს თხოვე და როცა ქარი დაიძინებს და როცა ხაჭო გაიკეთებს სიძველის ნადებს და როცა ტყეში გადარგავენ ჩვენს სულებს და შემოდგომა შეხვდება ხეებს, მე მაშინ მცივა გათენება. მე მაშინ მცივა და თვალებში მეზრდება მიწა. მე მაშინ მტკივა რომ მოგკალი. მე ახლა მტკივა და სიტყვას დროში ვერ ვატევ. მე ახლა ვკვდები რომ მოგკალი. მე ახლა ვკვდები და სიკვდილში სიცოცხლეს ვიწერ და ახლა ვდუმვარ რომ მოგკალი. და ახლა ვდუმვარ და წინ მიდგას მომწარე ლატე. მოდი და თვალები გამომიღე, მე რომ ხელის გულზე ნახშირივით გამოვწვა დარდი. მოდი და კირით ამომავსე, მანამ ტექსტებს შორის დეფისებს ვიწერ. მე ახლა ვიყობ შენს მოსავალს. მე ახლა გიყობ და მკლავებზე სამყარო მიწევს. და ახლა მცივა გათენება. და ახლა მცივა და თვალებში მეზრდება მიწა. Bonsoir. Nana Ekvetimishvili, Le verger des poires, traduit par Maya Varsimashvili, Raphaël, Isabelle Ribado, Douma.
Les beaux jours d'une fin de printemps sont enfin arrivés. Dans le vieux bâtiment des bains de l'école des idiots de la rue de Kertch, Léla se tient debout sous le jet d'eau, tête baissée, épaules légèrement levées. Il faut que je tue Vano. Elle ferme les yeux et reste immobile. Je vais tuer Vano. Ils n'auront qu'à venir m'arrêter. Une épaisse vapeur s'étend dans la pièce. Léla ferme le robinet. La fumée monte de son corps maigre et rougi. Au milieu de son dos frêle, sa colonne vertébrale, semblable à une corde torsadée, relie sa taille de guêpe à ses épaules un peu larges. Je vais le tuer. Elle enfile sa chemise kaki et la boutonne. À côté d'elle, une chaise de classe qui traîne là depuis une éternité supporte un bout de savon ménager et un peigne aux dents cassées. Des habits pendent sur son dossier. Léla passe un pied après l'autre dans les jambes du pantalon, rentre sa chemise et serre sa ceinture. Je risque rien, personne ne m'arrêtera. Ils vont dire que je suis folle, une idiote. Au pire, ils m'enverront chez les fous, et alors ? Gnatso, le fils de Tariel, y a été enfermé, mais il en est sorti, il a repris sa vie comme avant. Léla passe rapidement ses doigts dans ses cheveux courts, mouillés, et s'ébroue comme un chien sortant de l'eau. La porte s'ouvre avec bruit. À travers le nuage de vapeur, Léla distingue une petite silhouette frêle. Irakli, agrippée à la poignée de la porte, s'écrie « T'es là ?» La fille, sans mot dire, continue à s'habiller. Elle enfile à grande peine ses chaussettes sur ses pieds humides. « Viens, ça fait longtemps que Dali t'appelle !» Qu'est-ce qu'elle veut ? Léla met ses quêtes et les lasse énergiquement. Le courant d'air venu du dehors dissipe la buée. On voit bien Irakli maintenant, planté devant la porte, avec ses oreilles pointues et ses yeux écarquillés. Il est essoufflé. « Viens, Dali t'appelle ! Les enfants sont montés au 4e dans la chambre au lit, ils veulent plus redescendre. » Le soleil brille, il fait beau, il traverse le stade désert. Le vaste hall du bâtiment dallé de carreaux en mosaïque conserve sa fraîcheur naturelle. Léla gravit l'escalier en hâte. Arrivée au 4e étage, elle s'élance dans le couloir. La voix aiguë de Dali parvient de la pièce du fond. Quelques mois auparavant, l'internat s'était vu octroyer une aide humanitaire de la part d'un ministère, sous forme de lits en bois tout neufs. Alors on a monté au 4e étage les lourds lits de fer qui avaient fait leur temps et on les a entreposés dans une chambre. À l'époque où cette chambre était une vraie chambre, quand on y couchait les enfants, l'eau s'était infiltrée dans le plafond. On avait eu beau faire venir des ouvriers pour le réparer, rien à faire, l'eau coulait toujours. On avait fait des travaux une 2e, puis une 3e fois, mais à chaque fois qu'il pleuvait, l'eau coulait du plafond. Peu à peu, c'était devenu normal. Dès que la pluie commençait, les enfants montaient en courant dans la chambre et admiraient le spectacle. Pour arrêter l'eau qui avait pénétré à l'intérieur et la collecter, on avait disséminé des seaux et des bassines. D'un mouvement brusque, on les vidait dehors par la fenêtre et par le balcon. C'est dans cette chambre vide, jonchée de seaux et de bassines, qu'on monta les vieux lits de fer. Depuis, on l'appelait la chambre au lit. Rien au monde ne pouvait faire sortir les enfants d'ici. Sauter sur les lits, surtout quand il pleuvait, c'était un plaisir sans pareil à l'internat. Récemment, à l'attrait de la chambre, s'est ajouté le charme de son balcon effondré. Le balcon, le seul de ce côté du bâtiment, s'est détaché du mur et les plaques de béton se sont fracassées sur le sol. Le garde-fou en fer, avec les tôles qui étaient fixées, s'est lui aussi effondré, ne laissant sur le mur que l'armature. À ce moment-là, les enfants de l'internat jouaient au foot dans le stade. Ils passèrent tout près du lieu de l'accident, mais heureusement, personne ne fut blessé. Un beau jour, la porte donnant sur le balcon disparut dans son cadre. Quelqu'un, probablement l'un des employés, la subtilisa.
pensant que puisque le balcon n'existait plus, sa porte ne servait plus à grand-chose. Bref, dans un des murs de la chambre au lit, une brèche s'ouvrit de la taille d'une porte. Et quand il fait beau comme aujourd'hui, à travers la brèche, on voit le ciel bleu, sans nuages, les peupliers et l'immeuble d'en face. Au milieu des enfants se tient une femme de petite taille replète. À première vue, on dirait qu'elle joue à chat avec eux. Mais on s'aperçoit vite qu'elle les poursuit, bien qu'elle n'arrive à en attraper aucun. C'est Dali, la surveillante. Elle est de garde aujourd'hui. Dali a des cheveux clairsemés, teints en rouge, à travers lesquels on voit son crâne et qui lui font une auréole. À vrai dire, on peut la considérer comme la martyre de l'internat, d'autant qu'elle endure une véritable calvaire en s'occupant continuellement des enfants. « Ne va pas là, sinon je te donne une fessée !» crie Dali. Les enfants rient, ils se poursuivent les uns les autres. Dali se plaint. « Regarde-moi ça, j'avais tendu un fil de fer, je l'avais fixé depuis l'extérieur, mais ils l'ont enlevé à mes bons sang, mais ils vont me faire tourner en bourrique !» Dans un coin, Léla aperçoit Vaska, le gitan. Il a 15 ans, mais fait plus jeune à cause de sa petite taille. Il y a longtemps qu'il vit ici. Léla se souvient de son arrivée à l'internat. Il avait alors 8 ans. C'est son oncle qui l'avait placé ici. Un homme noir aux yeux verts qui fumait et avait des tatouages sur ses bras velus. Depuis, cet homme n'était plus jamais revenu. Au début, tout comme Irakli, Vaska s'était approché d'elle et, l'ayant pris sous son aile, Léla le protégeait des autres pensionnaires, pour qui le nouveau était une proie facile. Puis, devenus adolescents, ils avaient couché ensemble. Ça s'était passé devant les bains, sous un poirier, à la lisière du verger spongieux. Léla se rappelle que ce soir-là, le stade s'était vidé d'un coup. Dali était devant la télé, captée par une série sud-américaine, dans laquelle une belle-mère et sa bru étaient à couteau tiré. Elle n'aurait été aucun épisode. Elle avait entraîné les enfants dans les péripéties des relations sulfureuses entre les deux femmes. Les enfants s'étaient précipités vers la télé, laissant les adolescents seuls dans le stade. Léla ne se souvenait plus des détails. Elle se souvenait seulement qu'ils étaient allés dans le verger de poires et ils avaient baissé leurs culottes. Curieusement, cette fois-ci, elle n'avait ressenti aucune douleur. Au contraire, elle avait apprécié la douceur et la souplesse du corps de Vaska. Le garçon était plein de délicatesse. Seulement ses os piquaient les hanches de Léla. Ils s'embrassaient sur la bouche. Visiblement, ils savaient déjà rouler des pelles. Ils ne se dirent pas un mot, ni cette fois, ni les fois suivantes. Léla ne se souvenait plus exactement quand leur rencontre sous les poiriers avait cessé, ni pourquoi elle se mit à le regarder d'un œil mauvais et à le prendre en grippe. Il ne disait rien. Il s'était résigné à cette situation. Et maintenant, encore, il la regardait patiemment, le sourire aux lèvres. Cela mettait Léla hors d'elle. Elle était prête à se jeter sur lui, à écraser de ses poings le sourire qui fend les lèvres rouges du garçon. Ce sourire ne disparaît jamais de son visage. Au début, quand il était arrivé à l'internat, et pendant quelques années encore, Vaska était différent. Il ne se tenait jamais à l'écart comme maintenant. Il n'observait pas les autres de loin, était moins avare de mots. Puis ce sourire étrange, un peu narquois, incompréhensible, se grava sur son visage. Il était difficile de comprendre s'il souriait aux anges, s'il se moquait de quelqu'un, ou si ce n'était qu'un sourire de façade.
Tamta Melashvili, Merle mur. Traduit du georgien par Alexander Bainbridge et Katuna Kapanadze. C'est comme si j'étais partie pendant un mois, plutôt qu'un jour. Tout me semblait si inconnu, si étranger. J'ai pris une douche et je suis crevée, j'ai plus d'énergie. Je me suis endormie au bord du minibus. J'ai dormi pendant tout le trajet. Et je suis sûre que j'ai dormi la bouche ouverte. Et j'ai peut-être même ronflé. J'en sais rien. J'ai encore toutes ces images dans ma tête. Toutes ces images du Vardzia d'Imereti. C'est tout ce que mes yeux voyaient. J'en ai rêvé sans arrêt. Lorsque le soleil se couche derrière ces collines, derrière ces nuages, et qu'il se confond avec les pâturages, et les fait briller de mille feux, et qu'il se reflète dans les eaux du fleuve, dont des milliers de scintillements te percent les yeux de leurs rayons, j'entendais toujours sa voix. Nous étions là, assis au bord d'une falaise, d'un précipice, et la brise et le soleil couchant caressaient nos visages. Il me serrait dans ses bras. Nous étions là, assis, tranquilles, en silence. Et ce n'est que plus tard qu'il me chuchota à voix très basse, comme un chiot. « Eteri, qu'allons-nous faire ?» C'est vrai, qu'est-ce qu'on était censé faire? Ce désir l'un pour l'autre, on le perdra bien un jour, non? Comme il y a quelques minutes, quand nous nous sommes un peu calmés, on s'est posé là sans rien dire. Cette folle poursuite, elle ne sera pas éternelle, pas vrai? Chacun suivra son chemin. Enfin, on retournera tous les deux à notre vie d'avant. Que pourrions-nous bien faire d'autre à notre âge et dans notre situation? Il n'y a pas le choix. On était bien censé finir cette histoire, non? Personne ne devrait être au courant. Personne ne devrait soupçonner quoi que ce soit. C'était censé être notre secret jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort. Nous n'avons pas d'autre choix. Je n'ai rien dit. Parlons-en plus tard, je lui ai dit, quand on s'est levé pour retourner lentement vers la camionnette. Il m'a emmené à Kutaisi. Il m'a posé juste avant la gare routière pour que personne ne nous voie ensemble. Si je tombais sur une connaissance, quelqu'un qui me demandait ce que je faisais là, « Mais je croyais que tu allais toujours à Terjola !» Alors j'avais une réponse toute prête. J'avais dû venir à Kutaisi pour voir un nouveau grossiste. Et puis j'allais ajouter que le magasin m'avait plu, que je reviendrais, histoire de préparer le terrain. Et puis ouais, pourquoi pas? On s'est mis d'accord sur un rendez-vous nouveau à Kutaisi, dans un hôtel. C'est lui qui m'a proposé. J'ai dit oui. Il a dit que samedi ne convenait pas, alors dimanche, j'ai dit oui. Mais ce qui m'ennuyait vraiment, c'est que maintenant, la cinquantaine, un demi-siècle, n'ayant jamais menti de ma vie, et bien maintenant, je devais mentir tout le temps. Et ce n'était pas un petit mensonge par jour, loin de là, mais des milliers. J'étais vraiment devenue une pro. Le plus important, c'était de se souvenir de ce que j'inventais à chaque fois. Et ce n'était pas du tout de ma faute, non. N'obligez pas les gens à mentir et ils ne mentiront pas. Non, ne fourrez pas votre nez dans leurs affaires, ne les suivez pas comme une espèce de fantôme maudit, ne les emmerdez pas et ils ne vous mentiront pas. Mais cela n'arrivera jamais, c'est impossible. Qui préférerait te laisser tranquille? Qui? Personne. Mais il n'y avait effectivement personne à bord du minibus pour me demander ce que je faisais là. Ils étaient tous crevés, anéantis par la chaleur, par leur travail, assis sur leur siège, tout sales, en silence. Dès que le minibus s'est mis à bouger, je me suis endormie.
Mais avant de m'endormir, je me suis enfoncé dans la bouche le beignet de pommes de terre que j'avais acheté juste avant de monter. J'avais failli m'évanouir tellement j'avais faim. Quand je me suis réveillée, nous étions déjà presque arrivés. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu son message qu'il m'avait déjà envoyé depuis un certain temps. Ma chair est tendre et télé. Je l'ai effacé tout de suite. Ça m'a fait de la peine, un peu, mais j'efface toujours ces messages, systématiquement. Qui sait quand je finirai dans le rioni ou quand j'aurai tout à coup une crise cardiaque à la maison ou dans la rue. Ce message sera dans mon téléphone et tout le monde fera mine de tout comprendre. Je ne devrais pas m'inquiéter de ce que les gens découvriront après ma mort. Mais c'est important, c'est même très important. Même les morts ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et moi, qui s'occupera de moi? Personne. Mais c'est tout de même un homme qui m'envoie ces messages. Et je ne suis pas le genre de femme à ne pas répondre. Non, non, pas du tout. Quand je regarde mon téléphone et que je vois que le numéro se termine par 99, je suis folle de joie. Et c'est folle de joie que je rentre chez moi, le visage radieux et le corps exténué. Sensations gone. Don't try to hold. Don't dare to blame. Forget my name. You found me. You loved me. You touched me. And you changed me. You stared at me. Just followed me. Slept with me. And you let deep inside of me. You wanna find the blue.
changed my name, but it's in vain. I got no fear, I have no way, I got no home, it's not your way. I got no voice, it's not my choice. I got no sense, I've lost my. You can't rain, I can feel anything. You can't rain, I can feel anything. You can't rain, I can feel anything. You can't rain, I can feel Merci, Didi Mago. Don't tell, don't speak about, don't pretend that you may somehow. Your sharp glass doesn't work this unappealing smile doesn't make me cry for an hour. Don't swing, don't decide my dream, don't still illuminate you with simple case. I will never change human race. It's just an empty place in space. It's there is nothing left. There is nothing left from you. There is nothing left.
nights with you. I'm gonna find a place to train to try to waste the time in pain. I wanna pass my words to you. Don't wanna live nights with you. I'm gonna find my place to train to try to waste the time in pain. You are empty words. You are empty chords. You are empty noise. You are empty voice. Don't regret my choice. 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 I don't trust. I don't trust you anymore. I don't trust you anymore. You are empty words. You are empty chords. You are empty noise. You are empty voice. Don't regret my choice. 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 I don't regret my choice. I don't regret my choice. Merci. Guigui Mabon. Nino Aratichvili, Le chat, le général et la corneille, traduit de l'allemand par Rose Labourie. Noura. Elle regarda le ciel. À travers l'épais couvercle de nuages, elle distinguait un cercle douloureusement éblouissant. Elle avait l'impression qu'à condition de le fixer assez longtemps, à condition de tenir bon si sa rétine prenait feu, elle verrait des os incandescents à travers le blanc aveuglant. Mais elle ferma les yeux. Le ciel s'était couvert à la vitesse de l'éclair et les nuages entraînaient le brouillard dans la vallée. Quand elle arriva sur la place du marché,
Il y eut une fois de plus des regards méprisants. Elle était poursuivie par les murmures. Elle sentait les yeux de lézard jaune et poisseux des vieilles femmes lui brûler la peau. À tous les coups, elles étaient en train de déblatérer contre elle, sous prétexte qu'elle traversait le village, tête nue. Le brouillard s'amoncelait à toute vitesse au-dessus de la vallée. Il s'était insinué pesamment et silencieusement dans les villages, et avec sa gueule sans fond, avait tout englouti, êtres et choses. Voir ce qu'il y avait juste devant soi demandait le plus grand des efforts. Le brouillard froid et humide augmentait la nervosité et l'irritabilité des gens. L'atmosphère déjà glaciale du village était difficilement supportable. Les femmes rôdaient à pas de loup, vaquaient sans bruit à leurs tâches quotidiennes, pendant que les hommes se retiraient en petits groupes dans les arrière-salles avec des airs pensifs et mystérieux. L'hiver ferait bientôt l'irruption dans la vallée, avec la brutalité qui lui était coutumière dans cette région. Les habitants attendaient de pied ferme les nuits étoilées, glaciales, et les vents mordants du matin. Mais autre chose filtrait dans l'air, ou plutôt pesait dans l'air, et elle n'arrivait pas à mettre les mots dessus. Cette atmosphère était nouvelle pour elle. Elle savait seulement qu'elle ne présageait rien de bon. Sauf qu'à la différence des autres, elle refusait de se laisser paralyser par les inquiétudes et les angoisses. Elle voulait guetter avec impatience les premiers flocons, comme chaque année. Elle voulait faire de la luge et des batailles de boules de neige avec la petite Asma, malgré les lamentations de sa mère qui estimait que ce genre de comportement ne convenait pas à une jeune femme de son âge. Elle voulait sentir la neige crisser sous ses pieds. Elle voulait secouer les minces branches des sapins verts mousse et faire tomber leurs manteaux blancs en riant sans raison, pour le plaisir, comme elle l'avait toujours fait et continuait à le faire. Après tout, ce n'était pas la première fois que les vieilles chuchotaient dans son dos, la foudroyaient du regard. Elle connaissait ça, elle avait l'habitude. Et même ce jour-là, malgré l'atmosphère glaciale, malgré les menaces difficilement formulables qui flottaient dans l'air, elle ne se laissait pas intimider. Non, elle ne ferait pas de détour. Elle ne baisserait pas la tête. Il lui suffisait de fermer les yeux et de s'imaginer le filet de voix éraillé de Natalia Ivanovna, en train de lui souffler dans son russe élégant. Mais qu'est-ce que c'est que ce parle de tête? Est-ce qu'une fière caucasienne marche ainsi? Redresse le dos. Une femme au dos courbé, à la tête baissée, ne réussira jamais à s'imposer. Voilà comme une ballerine dit Bolchoï. Très bien, c'est ça, bravo madame. Et maintenant nous allons travailler ton osanka. Noura avait toujours aimé sa manière de prononcer ce mot en détachant les syllabes. Et alors qu'il ne suffisait rien d'autre, il ne signifiait rien d'autre que posture, il prenait ainsi un autre sens plus profond. Elle n'avait aucun mal à se remémorer la voix de Natalia Ivanovna. C'était elle qui lui avait enseigné la formule magique, rendant tout obstacle, toute situation pénible, toute épreuve de la vie plus supportable. Sa voix était toujours aussi vivante que si elle s'était quittée la veille, et quelque chose lui disait qu'il en irait ainsi jusqu'à la fin des jours. Les paroles de Natalia Ivanovna à l'oreille, Noura prit sa fierté à bras-le-corps et traversa la place du marché avec la tête haute et une osanka droite comme un i. Concentre-toi. L'imagination ne tolère ni désinvolture ni négligence. Ton esprit ne doit rien laisser au hasard. Le brouillard l'enveloppait désormais, comme une étole en fourrure. Et l'espace d'un instant, elle se dit que c'était l'œuvre de Natalia Ivanovna, un sort jeté pour la protéger des regards malveillants et des chuchotements qui auraient à coup sûr
blessé ses oreilles. La vallée sommeillait, se laissait bercer par le brouillard, et les montagnes semblaient retenir leur souffle. Elle se représentait régulièrement le jour où elle quitterait le village, peut-être pour toujours. Une conviction aux airs de fatalité. Cette certitude s'était comme inscrite dans son corps et dans ses pensées. Rien d'autre n'était concevable. Et pourtant, quand la scène se précisait devant ses yeux, quelque chose se crispait en elle. Pas à cause des gens, non. À cause de ces montagnes. À cause de la proximité du ciel. Ici, elle avait l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour caresser les nuages, qu'à bouger le bras pour toucher le ciel, ou à défaut, pour remplir ses poumons. Opéra par Elena Bocchorishvili, traduit par Carole Noël. Je vois rien. Guidez-vous sur ma voix par ici. Ah, quel visage épouvantable vous avez. J'ai reçu une balle dans l'œil. Vous avez entendu la consigne du service numéro 2 ? Oui, Comment c'est ? j'ai été tuée à la guerre. Non, ce n'est pas une guerre, c'est un conflit armé. Comme vous voulez. On nous avait dit de nous emparer d'un pont et nous sommes passés à l'attaque. Je traversais un champ en courant lorsque j'ai reçu une balle à l'œil et je suis tombée. C'est tout. Pourquoi vous trouviez-vous dans la zone de conflit ? Ce matin, un camarade de classe est venu me dire qu'il partait avec d'autres pour la guerre. Excusez, pour la zone de conflit armé. Et au bord de la mer. Il a dit que l'un des gars était malade et qu'il y avait de la place dans la voiture. Et la zone de conflit ne se trouve qu'à quelques heures de notre village. Vous avez accepté sans hésiter ? Oui, Vous aviez une arme ? une Kalachnikov. Pas la mienne, mais celle du gars qui était malade. Vous êtes parti tout de suite ? Non, nous avons d'abord bu un thé ensemble. Quelle a été votre participation au conflit armé ? Quoi? Vous avez tué quelqu'un ? J'ai pas eu le temps. Vous le regrettez ? Ça aurait été plus juste si moi j'avais tué quelqu'un, non? Qu'en pensez-vous? Ici, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Voilà qu'arrivent soudain des nuits chaudes comme les étreintes d'une femme. Voilà qu'arrivent à Tbilissi des mouettes venues de la mer, oiseaux crasseux et tapageurs. Voilà qu'arrivent des réfugiés, crasseux et tapageurs aussi. Et la désorganisation marche sur les talons de la guerre, pareil à l'épouse géorgienne qui accompagne son mari. Voilà que l'arbre qui a poussé au milieu de ma maison, entre le poêle sans gaz et le robinet sans eau, largue des fruits blancs, des fruits albinos.
Je grimpe sur le toit, puis dans l'arbre qui perce le toit comme une cheminée, et je vois qu'il est en train de mourir. Les fourmis ont cessé de le parcourir de haut en bas, de bas en haut, affairées et préoccupées comme nous. J'ai décidé d'écrire un opéra où tous les personnages sont des morts. Ils se présentent dans l'autre monde et attendent leur rencontre avec Dieu. Ils serrent contre les petites choses que les parents éplorés leur ont laissées. Mais ils sont accueillis par des fonctionnaires qui posent des questions, remplissent des formulaires, enlèvent les petites choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi pareil sujet. Peut-être parce que je vois des morts tous les jours. On n'enterre pas le lundi et le vendredi, mais des cérémonies funèbres ont lieu quotidiennement. Si, bien sûr, il n'y a pas de football. S'il y a un match, qui va assister à l'office? Peut-être à cause de la chaleur aussi, dans ce brasier. Mieux vaut mourir que de chanter pour un défunt. Même les cafards perdent la raison. Ils se glissent jusqu'au milieu de la pièce et organisent d'interminables conciliabules qui font penser à des réunions du parti. Pour moi, c'est un signe clair. Il va y avoir un tremblement de terre. Je n'ai plus peur des tremblements de terre. Un jour, j'ai même dansé pendant que la terre tremblait. Estaté enlève une chaussure et tape les cafards avec le talon. Puis il attend. À qui le tour, hein? Quittez-vous sur ma voix. Vous avez entendu la consigne du service numéro 2? Commencez comme vous voulez. Pourquoi vous trouviez-vous dans la zone de conflit? Vous avez accepté sans hésiter? Vous aviez une arme? Vous êtes parti tout de suite. Quelle a été votre participation au conflit armé? Vous avez tué quelqu'un? Ketevan Davichevi, La mer noire, écrit en français. Le bateau accoste dans une ville du sud. J'ai peur de me perdre. Je suis frappée par la poussière, le bruit et la foule. Nous louons une chambre à de vieux amis de mon père. La chambre sent le moisi et l'humidité. Elle me rappelle notre cachette sous l'escalier. Deda, Théa et moi dormons dans le grand lit dont le matelas s'effondre. La nuit, je glisse contre Deda. J'ai peur de faire tomber Théa. Mon père dort dans le fauteuil au pied du lit, les jambes posées sur nos valises. Parfois, quand nous sommes levés, il se recouche dans le lit et se rendort. Nous côtoyons quotidiennement les enfants des autres membres du gouvernement en exil que nous n'avions jamais rencontrés auparavant. Théa se lie facilement avec ceux de son âge. Je m'isole. J'ai du mal avec cette proximité obligatoire. Je pense à Tamaz. Je n'ai pas pu le prévenir. J'échafaude toutes sortes de plans pour le revoir, Tamaz. Serons-nous de retour l'été prochain? Il semble que le sujet soit tabou, ou personne ne le sait. Un garçon s'intéresse à moi, il a de l'allure,
Une chevelure épaisse et bouclée, il s'appelle Stanko. Je le fuis. Ça ne doit pas lui arriver souvent. Il finit par s'adresser à une autre et se met à me détester. Il le manifeste clairement par de petits actes mesquins. Je n'ai pas de place à l'ombre, je n'ai plus rien à boire, je me retrouve isolée dans toutes les excursions. Je m'en fiche. La présence de Tamas dans mes pensées me protège de tout. J'ai chargé Bébia de trouver son adresse. Je lui ai précisé combien c'était important. Je sais qu'elle le fera. On se couche tard. La chaleur disparaît d'un seul coup. Les nuits sont fraîches. Je ne trouve pas le sommeil. Je me lève et sors, bien que Déda nous l'ait interdit. L'escalier est banlicotant. J'ai peur qu'il ne s'effondre sous mes pas. Mon père est assis en bas des marches. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Genats Valley, c'est dangereux de sortir la nuit. » Il me fait une place à ses côtés. Je frissonne. Le ciel est noir, sans étoiles. Il retire sa veste et la pose sur mes épaules. « On ne va pas rester là longtemps, » dit-il. « On va aller à Paris. Tu en rêvais. » « Pourquoi Paris? On ne retourne pas chez nous? » « Plus tard. On va sûrement devoir rester un moment en France, le temps que ça se calme. Alors autant en profiter. » « Et toi, tu es content d'aller à Paris? » Il ne dit rien. Je ne sais pas ce qu'il ressent. Je m'en veux de ne pas m'être interrogée plus tôt. Je voudrais rattraper le temps perdu. Il passe la main dans mes cheveux comme lorsque nous nous rencontrions lors de nos nuits d'insomnie à Tbilissi. Ce rituel me fait du bien. Je lui parlerai demain. Je trouverai les mots. Il dit « Ne t'inquiète pas, rien n'est perdu. On est parti pour pouvoir continuer à se battre pour notre pays, pour la liberté. On va continuer et on reviendra plus fort. » Pendant les jours ou les mois qui suivent, un homme nous donne des cours de français. Nous n'avons pas de nouvelles de Bébia et de Babou, ni de mon oncle, de ma tante, de mes cousins. Je n'obtiens pas l'adresse de Tamas. Pourquoi les autres sont-ils restés en Géorgie? Pourquoi nous sommes seuls à devoir partir? C'est à cause de toi. De quoi t'es-tu mêlé? De Kato Javarishvili, La berceuse pour les hommes, traduit par Irakli Rolbaya, et ensuite Kato vous lira la version originale. Vous, qui êtes venus dans cette vie, ayant pris notre poids et nos faiblesses, vous qui avez rendu nos sous-sangs en os et traversé votre fruit dans nos ventres, vous qui nous avez nommé vos côtes, avez balayé la poussière de nos corps, vous qui avez promis que vous nous auriez protégés, vous nous auriez nourris, que vous auriez lutté, que vous auriez veillé nos sommeils aussi doux que celui d'enfants, nous qui avons cru, qui nous sommes appuyés sur vous, et de l'attente, nous avons moulé la pâte du désir. Voici notre pain quotidien de notre corps, l'enfant mis dans le four. Voici notre sang quotidien, la soumission, laver le pied avec parfum. Nous qui avons cru en vous. Vous, les murs, vous, les tranchées, vous, le calme, l'œil séduit en amour. Et par là où l'amour s'amoindrira et la joie se raccourcira, cette terre, ce blé non germé va violer tous les lois et les règles qui ont existé avant, et le passé sillonné se recouvrira de neige.
et tous les murs tomberont et il n'y aura plus de place pour nous dans les tranchées de la vie et il n'y aura plus de patience non plus et il n'y aura la soumission non plus et nous-mêmes deviendrons les tranchées pour pouvoir défendre la vie poussée de nos corps et avec notre sang liquéfié nourrir nos propres vers, ceux que vous avez condamnés à naître et à mourir dans cette naissance ou sur nos pommes durcies de la beurre. La douleur à la taille des bulles de savon va s'affaler avec les nuits de sécheresse. Et nous pendrons comme des oiseaux frappés par l'électricité, par les fils de barbelés, pour vous déranger votre sommeil placé sous les gratte-ciel de grandes villes. Et vous forcer de vous réveiller par notre berceuse infusée de morts, là où ça fait longtemps que vous dormez, et nous avons assimilé la veille comme la culpabilité. Là où nous nous sommes rendus hommes, nous avons inventé la force, et dans cette force, nous sommes devenus courts, comme la robe de l'enfance. Là où nous avons voulu être faibles, pour qu'être dans cette faiblesse soit pour vous la plus grande force, pour vous qui êtes venus dans cette vie, pour porter notre poids et nos faiblesses et nos péchés, désormais qu'elle soit votre lot. თქვენ ვინც მოხვედით ამასოფლად დაიტვირთეთ ტვირთი ჩვენი და უძლურებანი ჩვენი თქვენ ვინც გაგვიძვალეთ მკერდ ქვეშ ჩვენ და საშვილოსნოში ჩაგვისახეთ ნაყოფი თქვენი თქვენ ვინც დაგვარქვით ნეკნი თქვენი და მოლოდინით ავსებულებს ჩამოგფერთხეთ ტანი და მტვერი თქვენ ვინც დაგვპირდით რომ დაგვიცავთ გამოგყვებავთ რომ იომებთ უდარაჯებთ ჩვენს ბავშვით მშვიდ ძილს ჩვენ ვინც მოგენდეთ მოგეყუდეთ და ლოდინისგან მოვზილეთ სურვილის ცომი პურიეს ჩვენი არსობისა სხეულიდან თონეში ჩაკრული შვილი სისხლიეს ჩვენი არსობისა მორჩილება ნელსაცხებლით დაბანა ფეხის ჩვენ ვინც გირწმუნეთ თქვენ კედლები თქვენ სანგრები თქვენ სიმშვიდე სიყვარულში გაქცევა თვალის და იქ სადაც სიყვარული შეცოტავდება და სიხარული დამოკლდება და დედამიწის გაუღვივებელი ხორბალი ყველა მანამდე არსებულ კანონსა და წესს დაარღვევს და სადაც ხნულებად გაყვალული წარსული თოვლით დაიფარება და ყველა კედელი დაინგრევა და სიცოცხლის სანგრებში ჩვენთვის ადგილი არ იქნება და მოთმინებაც არ იქნება და სადაც მორჩილებაც არ იქნება და თავადვე გავხდებით სანგრები რომ ჩვენი ტანიდან გამოწელილი სიცოცხლე როგორმე დავიცვათ და ჩვენი გაწყალებული სისხლით გამოვყვებოთ ჩვენივე მატლები რომლებსაც თქვენ დაბადება და ამ დაბადებაში სიკვდილი მიუსაჯეთ სადაც ჩვენს შრომისგან გაუხეშებულ ხელის გულებზე სარეცხის საფნის უშტის ოდენად ტკივილი გვალვიანი ღამეებივით ჩაიფუშება და სპილენძის მავთუხლართებზე დენდარტმული ჩიტებივით ჩამოვეკიდებით რომ დიდი ქალაქების სათაბჯენების ქვეშ მოქცეული თქვენი ძილი როგორმე დავაფრთხოთ და სიკვდილ ნარევი იავნანით გამოღვიძება გაიძულოთ იქ სადაც თქვენ უკვე დიდი ხანია გძინავთ ჩვენ კი სიფხიზლე დანაშაულის გრძნობასავით შევითვისეთ იქ სადაც ჩვენ გამკაცდით სიძლიერე მოვიგონეთ და ამ სიძლიერეში ბავშვობის კაბასავით დაგვიმოკლდით იქ სადაც ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყავით სუსტები რომ ამ სისუსტეში ყოფნა თქვენთვის ყველაზე დიდი სიძლიერე ყოფილიყო თქვენთვის ვინც მოხვედით ამასოფლად რომ გეტვირთათ ტვირთი ჩვენი და უძლურებანი ჩვენი და ცოდვები ჩვენი ახლა თქვენი საზიდი იყოს რატო ჯავახიშვილი ჯეიკობი ჩვენ ჯგუფის The Window We want to ask the authors to come. თუ შეიძლება ავტორებს ვთხოვოთ რომ ამოვიდნენ სცენაზე
one more song for you. Thank you. Didi Madloba. Merci. The Window. Dato Tawadze. Mariam Tsibakhashvili. Tamara Khalkatsi. And me, Nino Isakadze. Thank you. Merci.